Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler éducation. Vous avez été énormément à me demander une vidéo sur le sujet. Je partage beaucoup autour de l'éducation, de la non-violence, de l'accompagnement respectueux des enfants, de l'allaitement, le cododo, etc. Ce sont en effet des thématiques qui me passionnent, le maternage proximal, etc. Ça me booste dans ma vie et aujourd'hui je suis ravie de pouvoir aborder ces sujets-là sur ma chaîne et en vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de répondre à toutes vos petites questions. Vous me les avez posées sur Instagram et il y avait énormément de thématiques qui revenaient notamment autour de tous ces sujets-là. Donc quoi de mieux que cette vidéo dédiée pour aborder tout ça. C'est un sujet qui reste très délicat, qui peut être mal interprété. C'est pour ça peut-être que j'ai hésité avant d'en parler, que j'ai attendu un petit peu avant d'essayer de vous transmettre tout ce qui me passionne et ce qui m'anime, parce que parfois ça peut être, je pense, un peu incompris. Mais aujourd'hui je me sens prête à le faire et je crois que ce renouveau sur ma chaîne m'a aidé en fait à sauter le pas. C'est parti avec la première question. Je vous invite à prendre un petit thé, un café, un chocolat chaud. La vidéo risque de durer, à mon avis je vais devoir me freiner parce que je pourrais parler des heures sur le sujet. Mais surtout n'hésitez pas, si vous avez envie de voir des vidéos un petit peu plus ciblées sur les thématiques que je vais aborder, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis ravie qu'on échange sur ce sujet et c'est parti, on commence tout de suite. Coucou Léa, j'aurais souhaité savoir comment tu as pris connaissance de toute l'éducation que tu mets en place avec Gaspard. Je sais que tu as lu beaucoup de livres, mais as-tu en même temps de l'aide pour tout appliquer? En tout cas je trouve ça superbe ce que tu lui transmets et votre éducation, bravo à vous. Merci beaucoup ma belle. Alors oui, évidemment je me suis énormément informée, c'est vrai que je lis beaucoup de livres parce que encore une fois c'est un sujet qui me passionne, donc j'ai aucun mal à avoir 15 livres en même temps sur le sujet. J'ai écouté et assisté à pas mal de conférences et surtout je me suis beaucoup documentée sur les travaux qui ont été faits dernièrement en neurosciences. C'est comme ça que moi tout a commencé en fait, je me suis intéressée à la partie scientifique de toute cette approche, donc les neurosciences, le développement du cerveau, ce qu'on connaît aujourd'hui, les dernières découvertes en la matière. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce sont des données scientifiques, donc on n'est plus dans oui je pense que moi j'ai fait comme ça, non mais tu sais avant traditionnellement voilà comment on faisait. On n'est plus sur des modes d'éducation, des modes de pensée en tout cas, mais on est sur des faits scientifiques qui ont été actés, sur la façon dont le cerveau se développe entre 0 et 6 ans. On connaît le bienfait de l'empathie sur le développement cérébral, mais également les dangers liés à tout ce qui est violence, chantage, etc. Et ça c'est hyper important parce que finalement on n'avait pas ces données là avant, donc ça laissait un petit peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui avec les neurosciences on a une base en fait de départ et comment en fait avec ces outils là on peut réussir à accompagner nos enfants de façon plus respectueuse et à comprendre en fait ce qui se passe dans leur petite tête. J'ai personne qui m'aide à mettre en place ça au quotidien, mis à part mon mari qui est déjà une très très grande aide. On est absolument d'accord avec Samuel sur tous les points qui concernent l'éducation de Gaspard et ça c'est fondamental je pense dans un couple. Du coup le fait d'être à deux forcément c'est plus facile et lui s'y est intéressé plus tard que moi, mais maintenant il est complètement là-dedans et je suis très contente parce que je pense que j'aurais eu plus de mal si j'avais pas eu un mari, un partenaire à mes côtés qui ne partageait pas ma vision de toutes ces choses là. On passe à la deuxième question. Derrière nos écrans tu donnes l'impression d'avoir une organisation parfaite, d'avoir toujours le temps de tout, de ranger, de faire à manger, d'avoir de nouveaux projets, etc. D'avoir aussi tout simplement toujours une motivation de dingue et de n'être jamais un peu déprimé, et tant mieux. Mais comment fais-tu? Est-ce vraiment le cas? 99,9% du temps c'est le cas. Je suis une personne qui est très motivée, très positive et qui en effet est complètement animée par les nouveaux projets, par ma vie de maman, par ma vie de femme. Je suis très heureuse dans ma vie, je suis complètement comblée et je ne joue pas un rôle de maman heureuse, hein. Je suis vraiment très très heureuse dans tous les pans de ma vie. Bien sûr il m'arrive d'avoir des jours où j'ai des petits coups de mou, encore hier j'avais 42 fièvres et j'étais malade, donc bien sûr il y a des moments où on se sent un petit peu moins bien. Et pour répondre à la question comment je fais, eh bien ma solution c'est le lâcher prise. On en entend beaucoup parler surtout en développement personnel etc, mais moi ça m'a changé ma vie. Je vais vous en parler très bientôt sur le blog, je prépare un article là-dessus parce que je suis plus à l'aise je crois de vous en parler à l'écrit. Mais vraiment le lâcher prise c'est quelque chose d'assez global, mais quand vous l'appliquez dans votre vie quotidienne c'est un soulagement énorme. Le fait de ne pas se mettre la pression pour tout, le fait de se dire que tout n'est pas écrit, on peut improviser aussi et que ça fait partie de la vie et que c'est pas grave. Et parfois oui il est 21 h, ton gamin est pas douché, vous avez pas encore fait à manger, vous avez une panière de linge qui déborde, vous êtes là en train de faire des bulles dans le salon tous ensemble et c'est ces moments là de la vie qui sont précieux. C'est difficile d'appliquer ça quand on est dans une routine avec plusieurs enfants, quand on est fatigué, qu'on rentre du travail, qu'on n'a pas forcément une aide à la maison, quand vous êtes maman célibataire etc. Ça je le conçois totalement. Pas en train de vous dire faites de la méditation, faites du yoga et tout ira bien dans votre vie, mais c'est des petites choses sur lesquelles on peut travailler au quotidien et 5 minutes par jour se dire qu'est-ce qui réellement là est important pour moi, pour nous, pour mes enfants, pour notre famille. Et même quand on n'est pas maman, même
quand on est ado, etc., on a tendance à vraiment se mettre la pression sur beaucoup de choses et la société nous met aussi beaucoup la pression, l'école, etc. Et parfois c'est bien de juste s'extraire de tout ça et pendant 5 minutes se dire voilà, je fais le point là. Qu'est-ce qui vraiment m'importe? Qu'est-ce qui vraiment me nourrit? Qu'est-ce qui vraiment m'apporte du bien-être dans ma vie? Est-ce que je peux pas là me concentrer sur ces choses-là pendant quelques minutes, juste pour me ressourcer? Ça m'aide beaucoup et dans cette période où voilà, je suis tiraillée entre mes projets, ma vie de maman, ma maison, etc. Ces petits moments-là, ils sont hyper précieux. Donc voilà pour répondre à ta question, mais je vous invite vraiment à lire l'article que je vous prépare sur le blog, je vous tiendrai au courant sur les réseaux dès qu'il sera en ligne. On me demande comment aurais-tu géré une divergence d'opinion à propos de l'éducation de l'enfant, que ce soit avec le conjoint ou avec les grands-parents de l'enfant, exemple éducation de Gaspard contre une éducation traditionnelle, ou alors quels conseils peux-tu donner pour régler les divergences d'opinion? L'éducation traditionnelle reste quelque chose d'ancré dans les mœurs d'aujourd'hui. C'est vrai que l'éducation traditionnelle est très présente, on la voit partout, même chez des gens qui sont proches, nos parents, nos grands-parents, etc., etc. Personnellement, nous on a de la chance, je sais pas si c'est de la chance, mais on a des proches qui sont très compréhensifs, très ouverts, et qui ont vraiment à cœur de comprendre en fait notre démarche autour de l'éducation et qui nous disent parfois même qu'ils sont admiratifs de ces questions en fait qu'on se pose et de la réflexion qu'on a autour de tout ça. Et moi j'ai même ma maman qui m'a dit mais aujourd'hui si j'avais un enfant je ferais complètement différemment. Et ça c'est génial, ça veut dire que finalement ça résonne même au-delà de nos propres convictions. On a la chance d'être dans des familles autant du côté de Samuel que de la mienne très ouvertes. Et je vois même la maman de Samuel quand elle s'occupe de Gaspard, elle est complètement en adéquation avec ce que nous on fait alors qu'elle n'a pas forcément fait exactement la même chose pour ses 4 enfants. Et c'est une richesse parce qu'on échange sur ce sujet et je trouve ça juste top. Après on a eu aussi des personnes qui étaient un petit peu plus réfractaires, qui étaient un petit peu plus virulentes en disant qu'elles n'avaient pas fait comme ça et que on n'en était pas mort, les phrases qu'on entend habituellement. On a des petites phrases qui mettent fin au débat immédiatement, notamment quand on nous sort ouais moi j'en suis pas mort, je vise un petit peu mieux que ne pas mourir pour mes enfants. Pour les personnes qui sont vraiment campées sur leur position, je débat pas pendant des heures, ça sert à rien. Il y a des personnes qui sont vraiment très fermées et qui sont pas du tout en fait ouvertes au débat et quand on discute avec elles, on se rend compte qu'ils avaient déjà leur réponse toute faite dans leur tête et peu importe ce que tu vas leur dire, de toute façon ça ne sert à rien. Mais c'est très rare, honnêtement, toutes les personnes à qui j'en ai parlé se sont montrées plutôt très ouvertes. Je suis plutôt dans la discussion quand c'est possible. 5e question, un petit topo sur l'éducation bienveillante et les VEO, quelle alternative avec exemple concret si possible. Alors déjà, qu'est-ce que les VEO? J'en parle pas mal sur mes réseaux, notamment sur Instagram. Les VEO, ce sont les violences éducatives ordinaires. J'avais partagé la liste en story Instagram lors d'une réponse à ma FAQ, ça avait eu beaucoup de retours assez virulents pour certains en me disant mais c'est quoi cette liste? Il y a des trucs c'est n'importe quoi. Et je vous avoue que moi aussi, la première fois où je l'ai lu cette liste, il y a un moment maintenant, il y a des trucs où je me suis dit ah ouais quand même c'est un peu poussé. Et au final, dans mon cheminement vers une parentalité respectueuse et non violente et non VEO, et je me rends compte que toutes ces choses-là ont des bonnes raisons d'être sur cette liste. Donc les violences éducatives ordinaires, ça va de la fessée, au chantage, aux punitions, aux cris, aux parents qui forcent leur enfant à manger, bref, tout un tas de choses. Je vous mettrai la liste en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et vous verrez également que dans cette liste, il y a le laxisme, puisque beaucoup de personnes ont tendance à faire ce raccourci bien facile qui est de parentalité bienveillante est égal laxisme, est égal enfant roi, est égal enfant tyran. L'accompagnement respectueux de l'enfant sans violence et non VEO n'est absolument pas du laxisme, au contraire. Dans un des commentaires, j'avais vu quelque chose qui disait ouais, quand ton enfant se roulera par terre dans un supermarché en train d'hurler, tu seras bien obligé d'utiliser des VEO. Et dans cette situation, je vous invite vraiment à changer de lunettes, en fait à changer d'angle, à changer de point de vue. Quand vous vous placez dans le point de vue d'un adulte, vous voyez un enfant se rouler par terre, hurler dans un supermarché parce que vous n'avez pas voulu lui acheter un paquet de gâteaux, 90% des adultes diront ah ouais il fait un caprice, t'es en train de te faire marcher dessus, sois sévère, il faut lui montrer que ce qu'il fait c'est inadmissible, ce n'est pas bien. En plus généralement vous avez à peu près la moitié du magasin qui a les yeux braqués sur vous en vous jugeant d'une mauvaise mère manquant d'autorité. Donc là de façon classique, ça réveille en vous ce que vous avez vécu aussi en tant qu'enfant et vous êtes tenté évidemment de menacer, de punir, de crier. Très souvent on entend je vais appeler le monsieur, il va venir te voir, je vais appeler la police, je vais partir sans toi,
pas, quand on rentre à la maison tu vas être puni, etc. Donc tout ce qui est chantage, punition, menace, etc. Il y a le laxisme de je vais t'acheter le paquet gâteau parce que ben, j'ai baissé les bras, que j'ai pas envie de me confronter encore une fois à une énième crise et je suis démunie face à ce qui arrive. Et il y a aussi une troisième façon de voir les choses qui prend beaucoup plus de temps et d'énergie, mais c'est de se mettre à la place de l'enfant. Ok, là mon enfant, il a eu une journée à la crèche, à l'école, chez sa nounou, il a accumulé les frustrations, la fatigue, etc. Il se retrouve dans un supermarché, un lieu avec énormément de stimulation sonore, de stimulation visuelle, de stimulation sensorielle, bref, son cerveau là, il est en mode Hiroshima. Mon enfant a 3 ans, son cerveau n'est pas mature, il n'est pas capable de gérer toutes ces stimulations tout seul, c'est très compliqué pour lui. Ajoutez à ça donc la journée qui vient de se passer, il fait les courses avec vous, il rentre dans un rayon et là il voit quoi? Paquet de gâteaux au chocolat. Paquet de gâteaux au chocolat, je me souviens que quand j'en ai mangé la dernière fois, mon cerveau il a eu plein de plaisir et c'était super cool, etc. Donc bah, je suis focalisée là-dessus et je veux ce paquet de gâteaux au chocolat. Moi, en tant que parent, j'estime que non, c'est pas nécessaire parce qu'il y a du sucre, parce qu'il y a des colorants, parce qu'il y a des trucs qui sont pas forcément bons pour la santé. Vous savez que lui, à 3 ans, 4 ans, il est pas en capacité de comprendre ce que c'est le E250 et de savoir que ça, c'est pas bon pour la santé alors qu'il y a 2 semaines, il en a mangé même si c'était un gâteau fait maison, enfin bref. Donc vous allez lui dire non, on prend pas ce paquet de gâteaux. Et là, dans le cerveau de votre enfant, il y a une décharge de stress, du cortisol à fond, qui fait éclater la tempête émotionnelle qui était en train de bouillonner. Et Isabelle Fioza, elle utilise une image qui est très parlante, c'est-à-dire que c'est comme si c'était du lait sur le feu. Et quand le lait, il commence à monter, ben on met pas un couvercle, on éteint le feu. Et comment est-ce qu'on éteint le feu? Eh bien on se met à hauteur de l'enfant, on valide son émotion, on lui dit qu'on comprend que c'est très compliqué pour lui, que c'est difficile. Si on voit qu'il commence à être violent envers lui-même ou envers vous, etc., on sécurise, on accompagne en répétant calmement qu'on est là pour lui, qu'on comprend qu'il est en train de vivre quelque chose de difficile, qu'on est disponible, que s'il a envie de nous faire un câlin, on est là. Et on propose une alternative. Je comprends que t'avais envie de ces gâteaux au chocolat, vraiment, moi aussi j'adore le chocolat. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse un gâteau au chocolat à la maison? Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour faire ce gâteau au chocolat? Il nous faudrait de la farine, il nous faudrait des œufs. Est-ce que ça te dit on va chercher les œufs ensemble? On va chercher de la farine ensemble? Je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais l'idée c'est de détourner l'attention pour que son cerveau puisse se focaliser sur autre chose. Et une fois que cette tempête émotionnelle est passée, on se demande comment est-ce qu'on aurait pu éviter. Comment est-ce qu'on aurait pu éviter cette crise? Comment est-ce qu'on aurait pu éviter que ça éclate de cette façon? Isabelle Fioza en parle très bien, elle avait fait un mot là-dessus dans une de ses conférences. Elle disait en fait que c'était important d'aider le cerveau de l'enfant dans ce genre d'endroit à se focaliser sur quelque chose. Par exemple, vous allez lui donner un petit caddie, vous allez lui donner la mission d'aller chercher les pommes, ou vous lui dites à la caisse c'est toi qui appuieras sur le bouton pour valider la carte bleue. Vous lui donnez en fait des choses auxquelles il peut se raccrocher parce que son cerveau il est tellement en mode Hiroshima dans ce supermarché avec toutes ces stimulations, les couleurs, les gens, les bruits, etc. qu'il a besoin de se focaliser sur quelque chose pour ne pas exploser. Et ça, tout ça, clairement, si vous n'êtes pas en connaissance de toutes ces choses-là et de la façon dont le cerveau se construit chez l'enfant, qu'à 3 ans, un enfant ne fait pas de caprice parce que il n'en est incapable avant l'âge de 5-6 ans et encore, parce que l'enfant à cet âge-là est incapable d'avoir même la capacité à contrôler ou à manipuler un adulte ou voilà, enfin je veux dire, c'est-à-dire que c'est scientifiquement pas possible. Physiologiquement, c'est impossible. Son cerveau n'en a pas la capacité, il n'est pas encore formé pour. Je vous mettrai un article sur les caprices qui est hyper intéressant, que je vous invite à lire, qui détaille très bien tout ce cheminement et toute cette vision d'adulte qu'on a de bah ouais, il fait un caprice. Voilà, c'est un sujet qui me passionne, donc j'ai tendance à beaucoup parler, je suis désolée, mais voilà, je vous mettrai le maximum d'articles en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, vous avez envie de prendre connaissance de tout ça, parce que encore une fois, c'est tellement plus facile quand on a les outils pour réagir et pour adapter son comportement en fonction du développement de l'enfant. Il faut absolument pas culpabiliser de ne pas réagir de cette façon-là au premier abord avec vos enfants, surtout si vous-même vous avez vécu une éducation avec des VO, ce qui est le cas pour 99% des gens. Et moi-même, j'ai été éduquée avec des VO, alors moins que certains, clairement. Et je pense que si j'avais pas été informée et si ce sujet m'avait pas intéressé, que j'avais pas pris
connaissance de justement de toutes ces avancées en neurosciences encore une fois, etc. Mais je pense que j'aurais clairement pas du tout eu les mêmes réactions et le fait d'avoir des outils par rapport à tout ça, ça aide tellement à faire autrement et à se donner la volonté d'agir autrement et à essayer de comprendre en fait ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 2 ans, de 3 ans. Si vous êtes parent et que vous êtes sensible à tout ça, que vous avez envie vraiment d'améliorer votre quotidien et votre accompagnement en fait avec vos enfants, d'être plus respectueux au niveau de son éducation, etc. Je vous invite à rejoindre un groupe Facebook qui est génial, qui m'a permis moi de me remettre en question sur plein de points et vraiment d'avancer dans cette réflexion là. C'est un groupe Facebook qui s'appelle Échange et parentalité sans VO, je crois. Enfin, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous invite vraiment à vous inscrire dessus si jamais tous ces sujets vous intéressent. Moi je trouve que c'est hyper intéressant de partager avec d'autres parents dans des situations concrètes de la vie. En ce qui concerne l'exemple que je vous ai donné, c'est une situation que j'ai vécue avec un petit enfant, un petit garçon de 3 ans. Ça a été un moment assez fort pour moi parce que quand on lit tout ça, etc., c'est bien, hein, on a une idée préconçue peut-être de ce qu'on pourrait faire dans ces moments-là, mais quand on le vit en réalité c'est différent. Et au final j'ai été très heureuse de voir que de se mettre à sa hauteur, etc., ça a fonctionné et la tempête émotionnelle est passée. Voilà, je vais passer à la question suivante, sinon je pense que je vais y rester pendant 4 heures. On me demande comment réagir lorsqu'on est témoin de scènes de violence ordinaire, d'éducation dans son entourage. J'ai tendance à m'effacer quand je vois du chantage non-stop, mais est-ce que tu as des techniques pour faire comprendre que ce n'est pas la meilleure méthode? Il y a plusieurs situations. Quand je suis témoin dans la rue de violence, c'est-à-dire clairement d'un parent qui frappe son enfant, qui a des gestes violents envers lui, j'interviens. Comme j'interviendrais si je voyais une femme se faire frapper dans la rue. En fait, j'estime que c'est pas parce que c'est un enfant. Il y a un truc dans notre société qui est admis et qui m'est insupportable aujourd'hui, c'est le fait de dire c'est mon enfant, je fais ce que je veux. En fait, ton enfant c'est pas une table, c'est pas une chaise, c'est pas ton dernier sac à main Dior, c'est un être humain. Ce n'est pas parce qu'il vient de toi qu'il est à toi. Et ça c'est quelque chose qui est hyper admis dans notre société, qui me met un peu hors de moi. C'est ce truc de dire je fais ce que je veux avec mes gosses. Bien sûr tu lui transmets les valeurs qui te tiennent à cœur, etc. Mais tu peux pas dire c'est mon gosse, je fais ce que je veux, donc si j'ai envie de lui éclater la gueule tous les soirs, de le maltraiter, etc., c'est mon gosse donc je fais ce que je veux. Non, ça, enfin moi je suis complètement révoltée quand j'entends ce genre de discours. Donc quand je vois un parent lever la main sur son enfant, le frapper, l'humilier, etc., oui, j'interviens. J'interviens au même titre, encore une fois, que j'interviendrai pour n'importe quel être humain, ou même être vivant en fait, que je verrai se faire maltraiter. Dans des situations où il y a des VO non physiques, donc pas des fessées, des claques, des coups, etc., mais des VO plus psychologiques, donc le chantage, la menace, etc. Ça m'arrive d'intervenir quand c'est des personnes avec qui je me sens à l'aise de le faire et je suis pas là en mode excusez-moi, je sais tout, je vais vous expliquer la vie. Non, pas du tout. C'était un enfant de mon entourage qui était dehors et qui avait pas froid, qui avait pas envie de mettre son manteau. Et l'adulte lui dit mais si, mais viens mettre ton manteau, il fait froid, viens, il fait froid, il faut que tu mettes ton manteau, sinon on joue pas, etc. Et moi généralement dans ces cas-là, je dis mais peut-être qu'elle a vraiment pas froid. On a tendance à se dire vu que je suis adulte, je sais ce qui est mieux pour mon enfant, donc je le déconnecte de ses sensations, c'est-à-dire que je sais à quelle heure il doit manger, je sais quelle quantité il doit manger, je sais à quelle heure il doit se coucher, je sais quand est-ce qu'il a froid, quand est-ce qu'il a chaud, mais un enfant ne se laisse pas mourir de faim, un enfant ne se laisse pas mourir de froid, simplement un enfant ça bouge 20 fois plus qu'un adulte, et en plus de ça, la perception de la chaleur, du froid, etc. est complètement différente. Et petit disclaimer, on n'attrape pas froid. Tu peux être à poil sur la banquise, c'est pas pour ça que tu vas attraper froid. Certes, on croise plus de microbes en hiver qu'en été, c'est pour ça qu'on est plus amené à tomber malade, mais tu n'attrapes pas froid, tu chopes un virus. C'est pas le fait de pas avoir de manteau quand tu n'as pas froid qui va te faire plus tomber malade. Voilà le genre de situation dans lequel j'interviens toujours avec bienveillance et discussion, et voilà, l'idée c'est pas de faire mon ayatollah, pas du tout, mais je trouve ça intéressant d'avoir des discussions autour de tout ça quand je m'en sens, voilà, quand je m'en sens capable entre guillemets, et que évidemment il y a un bon feeling entre les parents. Question suivante, coucou Léa, petite question, tes parents ont de ce que j'ai compris utilisé des VEO, je parle de celles non physiques évidemment, pendant ton enfance, ne penses-tu pas que cela a fait de toi la bonne personne que tu es aujourd'hui, du coup tout n'est peut-être pas à rejeter? Je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante, en effet comme je le disais j'ai eu des VEO comme côté chantage, le côté menace, j'ai déjà aussi pris des fessées, et je pense pas du tout que ce sont les VEO qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, en tout cas pas la bonne
personne que je suis aujourd'hui, comme dit dans ta question. Je pense que c'est au contraire tout ce qui est à côté, c'est-à-dire c'est l'amour, l'empathie, etc. que j'ai reçu à côté. Et au contraire, mes insécurités aujourd'hui, parce que j'ai des insécurités, je pense sont liées en effet au VEO que j'ai pu subir étant enfant. Notamment le fait que je me souviens quand j'étais petite fille, moi j'avais peur de mon papa en fait. Enfin, je lui obéissais parce que je le craignais. Et non pas parce que j'étais dans la compréhension de ce qu'il me demandait ou dans la coopération. Et le plus souvent, je faisais ce qui m'était interdit de faire en cachette. Encore une fois, mes parents ont fait comme ils pouvaient avec ce qu'ils avaient aussi, eux, reçu comme éducation, etc. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Prochaine question, est-ce que tu ne penses pas que la fessée peut être une bonne technique lorsque Gaspard sera en âge de faire des caprices? Ne penses-tu pas qu'il risque de devenir un enfant trop capricieux en voyant que vous n'avez pas d'autorité sur lui? Je te dis ça car je vois bon nombre d'enfants qui sont invivables, intenables et qui commandent leurs parents. Je ne pense pas que ce soit bon ni pour l'enfant ni pour les parents. Alors non, je ne pense absolument pas que la fessée soit une bonne technique, pas du tout. La fessée est un châtiment corporel, hein. C'est une violence. Je ne pense pas que la violence soit une bonne solution dans aucune situation d'ailleurs. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, un enfant n'est pas capable de faire des caprices, son cerveau ne lui permet pas de manipuler ou même d'avoir la réflexion de se dire je suis en train de faire un caprice. Le caprice est une vision d'adulte, c'est-à-dire tu vois, toi t'as pas fini ton assiette alors que tu veux un dessert, tu me fais un caprice parce que tu veux un dessert. Dans la tête de l'enfant, il n'est pas en train de se dire attends là je vais faire genre j'ai plus faim, comme ça après je pourrais demander un dessert. Dans son cerveau, le sucre est égal plaisir, est égal j'en aurais envie même quand j'en ai plus faim, comme quand nous on n'a plus faim mais par gourmandise on va se resservir du dessert une deuxième fois, vous voyez ce que je veux dire? Tu le vois fait chez un adulte, ça te choque pas, tu le vois chez un enfant, tu considères ça comme un caprice. Personnellement, j'ai pas envie d'avoir autorité sur mon enfant. Le côté rapport de force, il m'intéresse pas du tout. J'ai pas envie que Gaspard m'obéisse parce que je suis sa mère et donc je suis sa figure d'autorité et donc il doit m'obéir. Moi je préfère être dans la coopération, je préfère être dans le dialogue, je préfère être voilà, dans l'accompagnement. En fait moi je me vois dans mon rôle de parent comme dans l'accompagnement. Forcer son enfant à manger me paraît complètement absurde. Mon rôle de parent à moi, c'est de donner à Gaspard des repas équilibrés, de le laisser disposer de s'il a faim, s'il a pas faim, s'il a envie de se resservir, s'il a envie de pas du tout manger, de lui laisser des encas sains tout au long de la journée, des oléagineux, des fruits, etc. quand il sera en âge de manger bien sûr des amandes, hein, on est bien d'accord. Et c'est tout en fait. Je n'ai pas autorité sur lui pour décider quelle quantité il va manger, si là il doit finir son assiette, etc. Et encore une fois, dans la façon où est posée la question, en fait il y a encore une fois ce truc où on confond laxisme et bienveillance. De base dans notre société on a souvent tendance à voir l'enfant comme celui qui veut vous faire un peu genre des coups en douce, qui va devenir l'enfant tyran, l'enfant qui dirige ses parents. On le sait aujourd'hui, le cerveau à son état pur, j'ai envie de dire, est fait pour aimer, est fait pour apprendre, est fait pour ne pas être dans la violence. Et il y a même une étude là qui est sortie qui est hyper intéressante, qui remet en question le fait de dire que l'humain a toujours été violent et que ça fait partie de notre nature. Ils sont remontés hyper loin dans l'histoire et ils ont montré en fait que ben non, l'humain n'a pas toujours été violent et ça n'a pas fait toujours partie de nos racines. Bref, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire que je ne considère pas qu'en accompagnant mon enfant de façon respectueuse et non violente, un jour il va devenir un enfant tyran, pas du tout. Je pense qu'au contraire, ça construit des adultes qui sont empathiques, qui sont eux-mêmes à leur tour respectueux. Et si on change de lunettes et qu'on arrête de voir les enfants comme des petits êtres à dompter et à dresser, ben je pense que voilà, la société s'en porterait mieux. On me demande, hello, vous arrive-t-il avec Samuel de dire non ou d'interdire certaines choses à Gaspard? C'est vrai qu'on dit très peu non à Gaspard. Le non, on essaie de l'utiliser le moins souvent. D'ailleurs, la période du non de l'enfant arrive juste après la période du non des parents, où les parents disent non à tout, non tu ne touches pas ça, non tu fais pas ça, non tu vas pas là. On essaye nous au maximum d'adapter son environnement pour qu'il puisse découvrir en toute liberté justement qu'on n'ait pas à lui dire non. Et quand vraiment il est en train de toucher à quelque chose de fragile ou quelque chose qu'on n'aurait pas encore mis en hauteur, etc., on détourne son attention avec quelque chose d'autre pour pouvoir ensuite mettre l'objet en hauteur. Le plus souvent on essaie de détourner son attention et quand il y a danger, sur la limite c'est le danger, hein, les limites qu'on se donne en tant que parent à Gaspard c'est le danger, et on a tendance à utiliser le stop qui marche très bien puisque l'enfant se stoppe, hein, vous ferez l'expérience mais
très souvent l'enfant se stoppe quand c'est utilisé à bon escient et que c'est pas employé 40 000 fois par jour. Mais moi je me pose toujours la question de est-ce légitime là de lui interdire? Est-ce légitime là de l'empêcher de faire ce qu'il fait? C'est comme pour les marches par exemple. Il y a quelques temps, il a commencé à vouloir descendre les marches du bureau de Samuel. Au début, il y va comme ça et d'un élan, ma première approche, ça a été de lui interdire. Puis 2 secondes après, je me suis dit mais attends, c'est complètement débile. Pourquoi tu vas lui interdire d'aller dans les marches? Il va en rencontrer dans sa vie et tu seras pas toujours là pour lui interdire. Tu vas pas mettre une barrière parce que enfin ça allait pas du tout avec notre vision de la motricité libre, etc. Donc pendant des semaines, je l'ai accompagné sur ces marches-là en lui montrant comment on les descendait de façon sécuritaire, comment on les remontait, etc. Je l'ai fait avec lui, à chaque fois qu'il y allait, je l'encourageais en lui disant tu te retournes Gasparin, tu sais comment on fait mon cœur. Et aujourd'hui, il descend et il monte les marches, il descend et il monte son lit, même le canapé, etc. Et la dernière fois quand je l'ai vu faire sur son lit là, je me disais mais c'est trop bien parce que au final si j'avais mis une barrière ou si je lui avais interdit, etc., ben, j'aurais tout le temps été dans le stress à chaque fois qu'il voit des marches, à être derrière lui, etc. Et ça prend tellement plus d'énergie d'être dans cette démarche là que d'utiliser quelques fois pour lui apprendre et pour l'accompagner dans cet apprentissage là. En plus ça lui permet de gagner confiance en lui, puis ça le rend libre en fait. Voilà, donc oui, ça nous arrive de dire stop quand il y a danger, ça nous arrive d'interdire quand il y a danger et qu'on peut pas faire autrement. On explique toujours l'interdiction, même s'il a 9 mois, on met des mots. Et sinon, au maximum, on essaye d'accompagner de façon à adapter son environnement et à surtout lui permettre de faire les choses quand il a la possibilité de les faire. Prochaine question, éduquer son enfant avec des méthodes du type Montessori, n'est-ce pas ne pas le préparer à la société dans laquelle on vit? Dans notre vie d'adulte, nous devons faire face à des injustices, des situations que nous ne nous expliquons pas, voire qu'on nous impose. Je suis persuadée que certaines méthodes sont bénéfiques, mais je pense qu'il faut préparer nos enfants à d'autres modes de fonctionnement que les nôtres, car nous ne pouvons pas imposer nos méthodes dans la société. Qu'en penses-tu? C'est une question qui est très intéressante, je vous en parlais tout à l'heure, le côté il faut frustrer ses enfants parce que la vie est faite de frustration. Je suis absolument pas d'accord avec ça, parce que la vie en fait d'un enfant est déjà pleine de frustration. On se rend pas compte encore une fois parce qu'on a du mal à se mettre à la place de son enfant, mais mettez-vous à la place d'un enfant de 2 ans, rien n'est à sa hauteur, tout est trop grand, tout est inaccessible, il est encore dans une phase où il se trompe entre guillemets beaucoup, il est dans l'expérience de plein de choses qu'il ne réussit pas forcément, qui engendrent forcément des frustrations. On décide de beaucoup de choses à sa place, où est-ce qu'il va, quand est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il mange, ce qu'il mange, etc. Donc sa vie est déjà faite de plein de petites frustrations. Je pense pas qu'il soit nécessaire de rajouter de la frustration en se disant on est dans un monde où on nous impose les choses, donc il faut s'endurcir. Pourquoi pas voir les choses autrement et se dire qu'on va accompagner nos enfants pour qu'ils deviennent des adultes respectueux, empathiques, bienveillants, et que finalement ce sera que du bon pour la société. Et j'ai l'impression que quand on parle de Montessori, on a l'impression que Montessori c'est genre le monde des bisounours où on a le droit de tout faire, on peut tout faire, il n'y a aucun cadre, etc. Montessori déjà c'est une philosophie, une pédagogie qui vise à ce que l'enfant soit autonome. Et encore une fois, on ne force pas l'enfant à être autonome, c'est l'enfant qui décide de prendre son autonomie ou non parce qu'on lui laisse la possibilité de le faire. C'est pour ça qu'on lui met des objets à sa hauteur, c'est pour ça qu'on l'inclut dans la vie et dans le quotidien, c'est pour ça qu'on l'inclut dans les tâches quotidiennes, etc. Donc l'enfant fait face à des frustrations, mais il s'auto-corrige, il est dans une réflexion de mieux faire, et un enfant, mais si on regarde un enfant, je veux dire un enfant c'est un être qui est hyper curieux, qui a toujours envie de découvrir, qui a toujours envie de recommencer, qui est capable de rester sur une activité et de la refaire, et de la refaire, et de la refaire, d'avoir une histoire préférée et de la relire tous les soirs, vous voyez, qui est vraiment dans une volonté de découvrir et d'aller au bout des choses, et c'est cet élan là, moi je trouve qu'il est intéressant à encourager et à lui dire que dans la vie il y aura peut-être des moments durs et des moments de frustration, etc., mais que faut se relever, faut se battre, et lui donner les outils en fait. Pour moi encore une fois, le rôle du parent il est dans l'accompagnement. Il est dans l'accompagnement de moi je suis à tes côtés pour te donner les outils pour que tu sois qui tu as envie d'être. On nous demande, as-tu une limite par rapport à l'allaitement? Par exemple, si Gaspard ressent le besoin de téter jusqu'à 5-6 ans, te sens-tu prête à aller jusque là? Je suis très attirée par la pratique du cododo, mais est-ce que cela affecte votre vie intime? Pour l'allaitement, pour l'instant tout se passe bien, moi j'aimerais aller au moins jusqu'aux 2 ans comme le recommande l'OMS. Pour l'instant voilà, tout se passe très bien, donc il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Le sevrage naturel est entre 2
2 et 7 ans il me semble. Je sais pas si on ira jusqu'au sevrage naturel, je peux pas vous dire, pour l'instant je vis mon aventure lactée au jour le jour. Encore une fois ça se passe très bien et j'aurai aucun problème voilà, si je me sens capable de le faire, d'allaiter Gaspard 2 ans voire plus. Je n'ai encore jamais vu d'adolescents téter leur maman, donc voilà, je lui fais confiance quant à l'âge où il décidera de se sevrer. Par rapport au cododo, j'ai beaucoup de questions là-dessus, ouais, pour votre vie intime, etc. Comme si le lit était réservé à ces moments-là. Je vous invite à avoir un petit peu d'imagination. On peut avoir des rapports intimes dans d'autres endroits que le lit. Et voilà, nous ça nous gêne pas du tout. Et il y a plein de mamans qui font du cododo et je vous assure, on garde quand même voilà, une vie intime et une vie de couple, il n'y a pas de problème là-dessus. On me demande de vous parler de la motricité libre et de mon expérience. Donc qu'est-ce que la motricité libre? La motricité libre, c'est le fait de laisser son enfant libre dans sa motricité, merci Léa, de ses mouvements, etc. Donc nous on n'a jamais eu de transat, on l'a jamais en fait contenu dans un truc qui l'empêchait d'être libre de ses mouvements. Il a été au sol à partir de 3 semaines sur un tapis et on le laisse complètement libre dans ses déplacements, etc. On lui fait entièrement confiance et on est là en fait pour sécuriser quand il y a des moments qui sont un petit peu plus périlleux. Mon expérience, c'est que du positif, ça demande un petit peu d'adaptation au niveau de la maison, etc. Surtout quand il commence un petit peu à gambader comme maintenant, mais c'est que du positif et je pense que Gaspard est à l'aise dans sa motricité aussi grâce à ça, entre guillemets. Il s'est retourné à l'âge de 3 mois, il s'est assis à l'âge de 5 mois, je pense pas que ce soit que lié à la motricité, je pense que vraiment chaque enfant est différent et qu'il faut surtout ne pas comparer, mais c'est vrai que moi je me vois pas faire autrement en fait, je vois qu'il est complètement épanoui dans sa façon de découvrir le monde et j'adore quoi, enfin vraiment je regrette pas du tout. Encore une fois c'est beaucoup de lâcher prise sur certaines choses et sur le fait de se dire que bah ouais, faut faire confiance à son enfant et à sa soif de découverte. Il faut mettre quelques objets en hauteur aussi, mais une fois que tout ça c'est fait, c'est que du bonheur en fait de le voir explorer comme ça son monde à sa façon. Et enfin dernière question, une question qui est beaucoup revenue, je voudrais revenir au sujet du Père Noël et tout ce qui va avec, la petite souris par exemple. Pour Gaspard, comment allez-vous procéder? Gros bisous Léa, ta famille est magnifique, plein de bonheur à vous trois. Merci beaucoup ma belle. J'en ai parlé vaguement dans un vlog et je vous ai dit que j'allais faire un article sur mon blog, je pense que ce sera plus simple de vous en parler à l'écrit. C'est un sujet qui est assez sensible parce qu'on a l'impression qu'on est des méchants parents qui allons casser la vie magique et l'innocence de l'enfance. Notre vision à Samuel et moi, c'est de dire que on n'a pas envie de mentir à Gaspard, on n'a pas envie de lui dire que c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux, on n'a pas envie de lui dire qu'il y a une petite souris qui passe sous son oreiller, les cloches de Pâques et compagnie, dans le sens où on est sans cesse en train de demander aux enfants de ne pas mentir et que nous on ment, même si ça peut paraître du beau mensonge dans la bouche des adultes. Notre vision à nous, c'est que quand on a su que le Père Noël n'existait pas, moi je me souviens que j'ai été hyper déçue en tant qu'enfant, Samuel pareil, et je crois réellement qu'on peut faire vivre la magie de Noël sans faire croire aux enfants qu'il y a un monsieur qui descend dans la cheminée déposer des cadeaux. Je crois que la magie de Noël c'est surtout le fait de partager des moments en famille, des moments ensemble, ça peut être le calendrier de l'Avent, c'est les traditions, l'histoire de Noël, ça clairement oui c'est quelque chose qu'on va partager avec Gaspard, mais on ne tient pas à lui mentir sur ce sujet. Voilà notre vision en globalité, de façon très raccourcie, mais je vous ferai un article plus détaillé sur le blog. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai énormément parlé, je ne sais pas combien de temps on va faire cette vidéo, j'espère pas 45 minutes, peut-être pas loin à mon avis. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao ciao.